Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce petit cours sur les prérequis nécessaires avant d'attaquer le système de transmission. Nous avons vu au préalable le système de motorisation, donc le moteur était là pour générer l'énergie mécanique nécessaire à la mise en mouvement du véhicule. Maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qui s'oppose au déplacement d'un véhicule, ce qu'on appelle donc des forces antagonistes, afin que vous puissiez mieux comprendre par la suite pourquoi ou la raison d'être d'un système de transmission. Donc, premièrement, on va revoir un petit peu l'énergie mécanique. L'énergie mécanique produite par le moteur est caractérisée par un mouvement de rotation et un couple, et elle s'exprime en joules. Très bien, ça c'est du rappel. La pression. La pression, c'est on utilise la pression pour pouvoir pousser le piston afin de générer une force sur la bielle. Donc quand on va brûler le mélange, donc on va y avoir une variation de pression, on l'avait vu sur les courbes que nous avions tracées de variation volume-pression, et donc cette pression va s'exercer sur le piston et ça va également générer une force que le piston va appliquer sur la bielle. Cette pression, on dit que c'est le quotient d'une force par une surface. Donc P, la pression, est égale à la force divisé par F, la surface. Avec la surface qui est égale donc à pi que multiplie RE2 avec RE2 qui est un demi-alésage, c'est-à-dire la moitié du diamètre du cylindre. Donc on prend la moitié du diamètre du cylindre, on la met au carré, on la multiplie par pi, 3,14, ça va nous donner la valeur de la surface, ça va s'exprimer donc en mètres carrés. La force s'exprime en newton et la pression s'exprime en pascal. Là je vous mets, vous l'avez dans le cours, papier, donc les différentes expressions de la pression en bar ou en pascal avec les conversions qui vont vous permettre de pouvoir faire les calculs. Si vous avez pression en bar, de la mettre en pascal, si vous avez en pascal, de la mettre en bar. C'est vrai que nous, dans les ateliers, on utilise plus facilement le terme de bar, l'unité de bar pour la pression plutôt que le pascal, mais en scientifique, ça sera plutôt du pascal. Donc le couple moteur, lui, donc cette énergie mécanique dont ce couple et cette vitesse de rotation sont le fruit donc d'un couple moteur. Le couple moteur, c'est le couple qui est recueilli au Villebrequin, à la sortie du Villebrequin. Il est généré donc par une pression qui est à l'intérieur de l'enceinte thermique, au-dessus du piston. On va prendre cette pression, on va la multiplier par la surface, ça va nous donner la force. F, donc cette force F qui est générée par la pression sur le piston, qui va lui-même l'appliquer sur la bielle. Or, cette force qui s'applique verticalement, il va falloir qu'on la décale sur la bielle, et vous allez voir qu'on va perdre un petit peu, donc F est égal à P que multiplie S, avec donc S, je le rappelle, qui est un demi-alésage au carré, multiplié par pi, ici. Donc si je projette la force F sur la bielle, eh bien on la projette, on le dit de façon orthogonale, et donc on obtient cette petite force F1 ainsi que cette petite force R qui est ici. Cette force R en fait, c'est quand la pression va s'appliquer, comme le piston est monté en pivot sur la bielle, eh bien cette force-là va décaler le piston légèrement et il va frotter un petit peu plus sur le cylindre, ce qui fait qu'il va être ralenti. C'est la raison pour laquelle la force générée par la pression n'est pas intégralement transmise à la bielle, puisqu'il y en a une partie qui va venir pour ralentir le piston. Elle est très faible, bien évidemment, mais enfin voilà. Donc cette force F1 qui s'applique au niveau de l'axe du piston en haut, eh bien on va pouvoir la décaler au point A, donc c'est la pointe de liaison entre la bielle et le Villebrequin, et multiplié par la distance D qui est ici, donc OA, bien on va déterminer la valeur du couple. Donc le couple, qui est le produit d'une force par une distance, eh bien va s'exprimer, qui s'exprime en mètres newton, va devenir couple moteur égale D multiplié par F1. À noter quand même, chose importante, si on a OA, donc la droite qui passe par O et qui passe par A, qui est perpendiculaire à la droite et qui passe par A et par B, si ces deux droites-là sont perpendiculaires, on est sûr d'avoir à ce moment-là la plus grande distance, c'est-à-dire que D est égal à R, la plus grande donc distance possible entre O et A. C'est important cela parce qu'on va faire en sorte que quand on va régler
notre allumage notamment, on va faire en sorte que on ait la pression maximale dans l'enceinte thermique au moment où la bielle et le vilebrequin font un angle de 90 degrés. Voilà, c'est un peu le but, c'est pour ça qu'on va mettre de l'avance, enfin on le verra plus tard tout ça, on en a déjà parlé quand même quand on a fait la motorisation, mais c'est la raison pour laquelle on va essayer absolument de produire cette pression maximale sur le piston, donc la force maximale sur le piston, on va essayer qu'elle soit atteinte quand les deux droites, donc OA et AB, sont perpendiculaires, auquel cas on aura la distance maximale à ce moment-là. Donc force maximale plus distance maximale est égale couple maximal. Ça c'est du rappel puisqu'on l'a déjà vu au niveau de la motorisation. Alors on va regarder maintenant quelles sont les forces antagonistes, c'est-à-dire donc celles qui s'opposent au déplacement du véhicule quand on est en ligne droite à vitesse stabilisée, c'est-à-dire que donc on est à 100 km/h et on ne bouge pas de 100 km/h. Alors on prend une moto, on va y tracer une droite entre les deux axes les deux points de contact au sol des roues, c'est l'axe des X, c'est l'axe d'avancement longitudinal. On va le reporter un petit peu plus haut, cet axe des X en X', parce qu'il y a le centre de gravité, c'est là où sont concentrées toutes les forces du véhicule, le point G que nous avons ici. Donc on va se concentrer l'essentiel des forces, à savoir que le poids va s'exercer sur le point G, au point G, mais va être appliqué au sol, au point de contact des deux roues au sol. Donc on va avoir le poids qui va s'appliquer vers le bas, et donc du coup on va avoir le poids qui va également s'exercer au niveau des points d'appui des roues sur le sol, et le sol va renvoyer une force pour faire en sorte que le véhicule ne s'affaisse pas ou ne s'enfonce pas dans le sol. Donc ce poids P, je vous le rappelle, cette notion de poids, P égale mg, donc la masse du véhicule en kilos multipliée par l'accélération terrestre. Je rappelle que là-dessus elle est de 9,81 mètres par seconde au carré. Ça correspond à l'attraction de la Terre au niveau de la mer, à zéro. Si on monte en altitude, bien on s'écarte du centre de la Terre, ce qui veut dire que l'accélération devient moindre. Et par contre, quand on va plonger dans les océans, qu'on va descendre vers le centre de la Terre, eh bien cette pression, au contraire, cette accélération va augmenter, et de ce fait, le poids va lui aussi augmenter. Donc, imaginons que j'ai un immeuble qui fait 10 étages. Sur ces 10 étages, je me pèse au 5e étage. Je dis que c'est mon point référence. Donc c'est comme si j'étais au niveau de la mer, au 5e étage. Si je me pèse là et qu'ensuite je me pèse au rez-de-chaussée, je pèserai plus lourd au rez-de-chaussée que si je me pèse au 10e étage. Donc je sois au-dessus. Voilà. Donc c'est un petit peu la notion d'attraction terrestre. Donc ce 9,81 qui va varier en fonction de l'altitude. Il est important ce poids. C'est certainement la force la plus importante à combattre pour mettre en mouvement un véhicule. Parce que de ce poids, on va avoir un appui sur le sol. Donc plus la moto sera lourde, plus elle appuiera sur le sol. Et les conséquences de l'appui sur le sol, on va le voir tout de suite, sont quand même importantes. En même temps que ça va générer de l'inertie. Donc il va falloir mettre en mouvement cette masse. Et à partir de là, ça consomme énormément d'énergie. C'est le phénomène d'inertie qu'on va avoir donc à combattre. Donc le poids a deux effets à combattre, l'inertie et l'appui sur le sol. Si on regarde les appuis sur le sol, la force qui résulte donc de cette résistance du sol sur les pneus, eh bien c'est ce qu'on appelle la résistance au roulement. À noter quand même que tous les constructeurs travaillent sur la réduction de ce coefficient de frottement des pneus, d'ailleurs que donc on va faire des pneus qui vont être moins résistants au roulement que les anciens, parce que la résistance au roulement d'un véhicule, ça représente 20% de la consommation énergétique du véhicule. Donc c'est important de travailler là-dessus pour réduire justement la consommation d'énergie, pour pouvoir mettre en mouvement le véhicule. Donc cette résistance au roulement va dépendre principalement donc de la nature du sol et de la nature du pneu. Vous comprendrez que si je suis sur de la glace, j'ai beaucoup moins d'efforts à fournir pour déplacer le véhicule que si je suis dans le sable. Dans le sable, il faudra fournir davantage d'efforts, ou dans la boue, pire. Donc ça va dépendre ça, donc de la charge sur la roue, donc la masse,
que va exercer le poids qu'on va avoir de la roue sur le sol, et en fonction de cette masse et de la nature du sol et du pneu, ce qui va nous faire un petit coefficient, ça on appelle le coefficient d'adhérence, de frottement, et bien ça va s'incliner. On va incliner la force, ce qui va faire qu'on va générer le petit de force qui va empêcher le véhicule d'avancer. Ensuite, on l'a mise là, je l'ai mise au niveau des axes, vous pouvez le voir, c'est sur les axes que vous l'avez, c'est la résistance qu'on appelle la résistance au frottement des éléments mécaniques. Une moto, c'est un ensemble d'éléments mécaniques qui sont donc en contact les uns avec les autres. Donc on va avoir, à chaque fois qu'il va y avoir un étage de réduction, par exemple un engrenage, on va avoir une consommation à peu près de 10%. C'est beaucoup moins maintenant, mais prenez dans l'hypothèse que c'est 10%. Donc ce qui veut dire que quand on travaille sur de la préparation d'un véhicule, on va essayer au maximum de limiter cette résistance au frottement par la lubrification notamment. Donc on a la résistance au frottement. Sachez que par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, un véhicule qui produit, un moteur qui produit 100 chevaux au Villebrequin, eh bien on va en retrouver à peu près 80 au niveau de la roue. Vous voyez comme quoi on a perdu 20% sur le trajet, c'est considérable. Après on a une résistance qui est très très importante, celle-là. Certainement, avec le poids, la plus importante des résistances, c'est vraiment la force qui va s'opposer le plus au déplacement du véhicule, c'est la force générée par l'air, c'est la résistance de l'air. C'est quand un véhicule pénètre dans l'air, eh bien, au fur et à mesure qu'il va progresser dans sa vitesse, donc il va accélérer, eh bien, l'air va opposer de plus en plus de résistance, donc va s'opposer à son déplacement. Et généralement, cette résistance, elle va croître avec le carré de la vitesse de déplacement. On va le voir juste après. Et cette force aussi va dépendre évidemment de la densité de l'air, donc si on est en air humide ou pas en air humide, ou la forme du véhicule et la surface qu'on va opposer au déplacement du véhicule. Vous comprendrez qu'un camion oppose davantage de résistance, par exemple, à une moto hypersport, qui va être carénée. On va faire en sorte de fuser, de rentrer dans l'air. Donc ça, c'est la résistance de l'air, donc FR, qui est donc en fonction de la pression de l'air et de la surface frontale qu'on va opposer. Vous avez certainement entendu ce terme de CX, c'est le coefficient de pénétration dans l'air d'un véhicule. Et bien c'est ce qui va générer cette force-là. Alors, pour vous rendre bien compte l'effet de cette force-là, et notamment de sa progression, en termes de quantité de force produite par l'air, vous avez tous fait cette expérience-là quand vous étiez petit dans la voiture de vos parents, quand papa ou maman démarre, on ouvre la fenêtre et puis on fait l'avion avec la main. Et puis arrive un moment donné, à partir de 60 km/h, ça commence à être très compliqué de faire l'avion, on peut se faire emporter le bras. Et on se rend compte que autant à basse vitesse, on arrive à le faire. Pourquoi? Parce que la pression de l'air est relativement faible. Par contre, dès qu'on va commencer à accélérer, il va arriver à un moment donné où à peine on va accélérer, eh bien on va avoir un effet immédiat très violent. Alors on va l'expliquer tout cela. Alors la somme de toutes ces forces, donc résistance au roulement, résistance au frottement, le poids, la résistance de l'air, tout cela va générer une somme de force qu'on appelle donc la force résistante FR, et donc qui va s'opposer au déplacement du véhicule. Et le moteur, lui, devra fournir une force motrice, Fm, qui est la force d'avancement du véhicule. Alors, on va regarder cette histoire de force de l'air. Alors, on a la vitesse de déplacement, on a la force de l'air, et on va regarder comment la courbe de croissance de cette force en fonction de la vitesse de l'air. Si vous regardez bien, c'est exponentiel. C'est-à-dire que vous avez, à peine on va déplacer, alors je vous ai fait une petite simulation. Là, j'ai progressé en vitesse, donc je suis à une vitesse relativement basse. On voit que la force exercée est relativement faible. Si j'augmente de la même quantité de vitesse, c'est-à-dire que j'ai augmenté ma vitesse, par exemple, je suis passé de 0 à 50 et de 50 à 100 km/h. C'est les deuxièmes pointillés. On s'aperçoit que la quantité de force à ce moment-là a nettement augmenté pour la même quantité de déplacement de vitesse. Et si je vais encore plus loin, à peine je vais faire varier ma vitesse à un certain moment, on voit que la force va également considérablement augmenter, et plus ça va aller, plus l'air va résister. C'est la raison pour laquelle on a des difficultés à aller très vite.
Il faut un véhicule hyper profilé et après, il va se poser le problème de l'aérodynamique. C'est pas le tout de faire un véhicule qui va aller vite sur Terre, il faut qu'il aille vite sur Terre sans s'envoler. Et là aussi, c'est une autre problématique. Alors la vitesse de déplacement d'une moto maximale, je crois que c'est aux alentours des 480 ou 470 km/h, hein, on ne peut pas aller trop vite non plus, hein, parce qu'après on ne peut pas résister, il faut que le pilote puisse conduire. Alors si vous avez vu sur par exemple le lac Salé, où il y a souvent des concours de vitesse qui sont faits là-dessus. Le lac Salé, c'est un lac qui est extrêmement plat, avec un coefficient de résistance très faible, qui peut permettre donc aux véhicules d'aller très vite. Eh bien, on a plutôt des formes de fusée, hein, plus que des formes de moto normales. Et vous comprendrez, par exemple, qu'une Goldwing va s'opposer davantage au déplacement qu'une R1, par exemple. Donc, cette force de l'air, elle est vraiment considérable, hein. C'est considérable la force qu'exerce l'air sur la moto pour l'empêcher d'avancer. Ce qui veut dire que notre moteur, plus on va vouloir aller vite, hein, donc avec une vitesse de déplacement importante, plus il va falloir qu'il y ait du couple, hein, pour pouvoir amener le véhicule jusqu'à cette vitesse-là. Donc c'est pas évident, hein, donc c'est tout le jeu, hein, d'arriver à faire un système de motorisation qui soit capable de produire au moins le minimum pour combattre les premiers effets qui s'opposent à la mise en mouvement d'un véhicule, donc son poids, la résistance au roulement, hein, c'est les premières choses qu'on va combattre, hein, et puis ensuite avoir suffisamment de couple pour pouvoir faire perdurer le mouvement et que le véhicule continue d'avancer et de prendre de la vitesse. On remarquera que plus on va vite, plus on va avoir une force qui va avoir tendance à soulever la moto. Cette force s'appelle la portance. Alors la portance, c'est un phénomène qu'on utilise en aviation, hein, pour faire voler les avions. Alors je vous montre, c'est très simple, hein. Vous prenez une feuille de papier, vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Prenez votre feuille de papier, hein, et puis vous allez souffler sur le dessus de la feuille. En fonction de la puissance, de la vitesse que vous allez donner à votre air au-dessus de la feuille, vous allez voir que votre feuille monte. Pourquoi ? Parce que quand je fais ça, là on voit qu'il y a de l'air qui circule sur le dessus de la feuille et pas d'air qui circule sur le dessous. Et la faculté de l'air qui circule sur le dessus fait qu'on enlève de la pression, on génère de la dépression. Ce qui fait que notre feuille, quand elle est soumise à un déplacement d'air au-dessus, qui est plus rapide qu'en dessous, eh bien la pression dessous est plus importante que dessus, et que fait la feuille? Elle s'élève. Eh bien c'est exactement ce que l'on fait au niveau des avions pour les faire voler. Alors en moto, on a trouvé une astuce pour essayer d'aller un petit peu plus vite. C'est que vous aurez remarqué que sur les combinaisons des pilotes de vitesse, on a une bosse. Hein, c'est pas pour ranger de l'eau ou mettre des outils quand on se déplace. C'est simplement pour donner une forme aérodynamique qui va donner à la moto une forme générale d'aile d'avion. Hein, de telle façon que plus on va vite, plus l'effet de l'air, l'effet donc aérodynamique, va générer de la portance, c'est son mot, hein, la portance, va générer de la portance, donc va alléger le véhicule, dont l'appui au sol, dont la résistance au roulement, et permettre ainsi au véhicule d'aller plus vite, avec bien sûr toujours les limites que faut pas faire d'une moto un avion à un moment donné. Donc c'est la raison pour laquelle vous verrez ces bosses. Alors c'est vrai qu'en endurance notamment, on en profite pour loger dans cette bosse de l'eau, hein, afin que le pilote, durant son relais, puisse se réhydrater. Hein, c'est pas négligeable non plus. Donc on a cette portance qui est là, qui nous permet, donc on est en ligne droite à vitesse stabilisée. Quand on parle de vitesse stabilisée, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. On n'accélère pas, on ne freine pas. On est à 100 km/h. Alors si par exemple je suis régulateur de vitesse, mon rôle c'est de maintenir la vitesse de 100 km/h. Si par exemple j'avance et que puis d'un coup j'ai du vent qui se lève, j'ai du vent contre, hein, qui se lève, que va faire mon véhicule? Il va ralentir. Hein, naturellement, parce que la pression de l'air est plus importante. Et que va faire le système de régulation de vitesse? Eh bien, il va demander au moteur de produire un peu plus d'énergie, hein, donc un peu plus de couple, pour pouvoir maintenir cette vitesse afin que la force motrice soit égale à la force retardatrice. Si j'ai la force motrice égale à la force retardatrice, mon véhicule circule toujours à la même vitesse. Si ma force motrice est supérieure à ma force retardatrice, mon véhicule va accélérer. Et si au contraire ma force retardatrice est supérieure à ma force motrice, eh bien mon véhicule va ralentir.
Donc, on va ramener la somme de toutes ces forces donc en FR. Alors, FR, quand on parle d'un solide en équilibre, il faut que la somme des forces, des actions extérieures au solide soit égale à 0. Donc, on va avoir une somme qui va s'opposer. Si on a FM qui est égal à FR, on a donc la somme qui est nulle, et auquel cas, le véhicule ne change pas de vitesse. Si on est à 100, on reste à 100 km/h. Voilà, alors on a là aussi un élément qu'on prend en compte également quand on a mis en mouvement le véhicule et qu'on lui a fait acquérir une certaine vitesse, et bien ce véhicule va collecter, va magasiner de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle est égale donc à une demi-masse multipliée par la vitesse au carré. Je rappelle que la vitesse ne s'exprime pas en km/h, mais elle s'exprime en mètres par seconde. Et la masse s'exprime toujours en kilos. Et l'énergie s'exprime en joules. Donc, on a la petite portance A qui va nous faire alléger le véhicule. Alors, on va regarder maintenant comment ça se passe quand on est en côte. Donc, on est en montée à vitesse stabilisée. Je vous rappelle que mon régulateur, si jamais je suis à 100 km/h et que je lui ai mis une valeur consigne de 100 km/h, quand je vais attaquer une montée, vous comprendrez bien que la montée va s'opposer à l'avancement du véhicule, donc va générer une force retardatrice antagoniste supplémentaire, et c'est la force de la pente. Donc cette force de la pente, je vous donne la formule, mais c'est pas nécessaire et impératif pour l'instant de la retenir. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des repères terrestres, dont les repères du globe, on appelle ça les repères galiléens, et puis ensuite on a les repères qui sont faits par les côtes ou les distances avec un décalage qui peut se faire. Et donc, on va avoir un angle de pente quand on va monter qui va influer sur le poids et donc sur l'effort qu'on va exercer sur le sol et les effets de pente qui vont bien sûr ralentir, qui vont générer cette force qui va ralentir le véhicule. Alors, pour déterminer cette force, c'est simple, on met le poids qui est toujours lui vertical, quel que soit si on monte ou si on descend, c'est toujours par rapport à l'axe du centre de la Terre que le poids va s'exercer. On va le projeter, ce poids-là, sur X', et à partir de là, on va avoir la valeur de la force qui va être générée par la pente, cette force donc antagoniste qui va égaler donc le poids multiplié par la tangente de l'angle de pente de la côte. Bon, ça c'est de la théorie, je ne vous demande pas de le retenir, c'est en information, vous l'avez, vous le mettez dans un coin, et puis peut-être que arrivé en terminale, là peut-être vous en aurez un petit peu plus besoin, notamment en AFS, donc en analyse fonctionnelle des systèmes. Donc cette petite force va s'ajouter à l'ensemble des forces résistantes qui, elles, n'ont pas changé. Et donc, si la force retardatrice a augmenté, de fait, il va falloir que votre moteur, si on veut maintenir une vitesse stabilisée, eh bien, il va falloir que votre moteur produise plus d'énergie mécanique afin de pouvoir égaliser les forces qui s'exercent sur le véhicule et permettre ainsi au véhicule de garder sa vitesse. Voilà, donc en synthèse sur tout cela, ce qui est à retenir et qui est important de retenir, me semble-t-il, c'est d'abord, parmi les forces qui s'opposent au déplacement du véhicule, c'est le poids de la moto et ses conséquences, c'est-à-dire la force d'appui au sol. Plus on va appuyer sur le sol, plus on va augmenter la résistance au roulement. Et ensuite, il va falloir combattre l'inertie. Donc plus on aura un véhicule lourd, plus il va falloir qu'on produise de l'énergie pour le mettre en mouvement. Alors après, on peut vous dire qu'une fois qu'on l'a mis en mouvement, un véhicule lourd va continuer plus facilement à rouler qu'un véhicule léger. Pourquoi pas? C'est aussi une théorie qui se tient. La résistance importante, donc c'est la résistance au roulement. Je vous rappelle qu'elle dépend de la charge sur la roue, donc du poids qu'exerce la roue sur le sol, de la nature du pneumatique et de la nature du sol. Ce sont donc les trois éléments qui vont donner la valeur de la force qui va au roulement, la résistance au roulement qui va s'opposer au déplacement du véhicule. On a la résistance au frottement. Là, on est en train de parler des frottements des éléments mécaniques du véhicule, les axes, voilà, tout ce qui tourne sur des roulements ou des engrenages qui frottent ou des chaînes, ainsi de suite. Tout ça, ça va consommer de l'énergie et donc ça va ralentir la production. Si le moteur produit 100 chevaux, je veux dire, après, arriver à la roue arrière, il va nous en rester 80. Donc on aura perdu 20 dans les frottements. La résistance
ô combien importante, puisqu'on l'a vu, hein, elle croît avec le carré de la vitesse, donc c'est-à-dire que plus on va aller vite, et à la moindre variation de vitesse, plus on va vite, plus la force qui va s'opposer au déplacement de la moto sera importante, donc d'où le fait que plus vous allez vite, ben, vous avez dû faire l'expérience, hein, plus on va vite, plus on se baisse, hein, on reste pas comme ça, et au contraire, si on veut freiner, qu'on va très très vite, au contraire, on va opposer de la surface, hein, à l'air, de telle façon à augmenter notre ralentisseur aérodynamique, et d'ailleurs vous le verrez, vous le voyez avec les pilotes de Grand Prix ou de vitesse, hein, qu'est-ce qu'ils font généralement quand ils sont en phase de freinage, ils augmentent la surface frontale du véhicule en sortant le pied, hein, en sortant la jambe. Cette jambe n'est pas là pour aller chercher le point de corde comme en cross, mais elle est là pour donner un peu plus de surface, hein, en contact, en opposition à l'air, de telle façon à ce qu'on ait un frein gratuit. Hein, voilà, et donc augmenter la capacité du véhicule à ralentir sa vitesse. Et puis on a les effets de pente qui tantôt, ben, si on est en montée, bon, vont s'opposer au déplacement du véhicule, donc il va falloir au moteur fournir davantage d'énergie, ou au contraire, quand on est en descente, eh bien ça va permettre au moteur de fournir un peu moins d'énergie. Mais si on parle de force antagoniste, donc qui s'opposent, eh bien on va tenir compte que des effets de montée. Voilà, c'est donc au système de motorisation de produire un couple suffisant pour les combattre. Et on va voir dans les exercices qui suivront que le moteur, à lui seul, ne suffit pas. Il va falloir qu'on adjoigne à ce moteur un autre système qui va lui permettre donc de pouvoir un petit peu décupler, hein, ses capacités de production d'énergie mécanique. Dernier rappel très important, si Fm est supérieur à Fr, donc si la force motrice est supérieure à la force retardatrice, alors la moto accélère. Si la force motrice est égale à la force retardatrice, alors la moto reste à vitesse stabilisée, la vitesse ne varie pas. Et ensuite, si Fm est inférieur à Fr, alors la moto est en train de ralentir. Et c'est ce que l'on fait quand on coupe les gaz, on coupe la production énergétique du moteur. Donc, et à ce moment-là, on est simplement soumis aux résistances au roulement, aux résistances au frottement et à la résistance de l'air, et on va s'apercevoir que le véhicule de lui-même, et en même temps que le frein moteur, ça représente à peu près 20% de la puissance globale, donc ce frein moteur, tout cela va ralentir le véhicule naturellement. Et si on veut accélérer le ralentissement, eh bien on va utiliser les freins. Voilà ce qu'il fallait savoir avant d'attaquer le système de transmission. Hein, donc voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir étudier un petit peu tous les divers sous-systèmes qui composent le système de transmission. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bien sûr pour la suite, hein, des cours sur la transmission. Au revoir à tout le monde.